Bienvenue à tous sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pas à pas la méthode que je suis en train d'utiliser pour viser plus 400 000 € de plus-value en une seule opération avec l'achat d'un terrain d'à peu près 1000 m² dans les Yvelines pour y construire 3 maisons. C'est parti. Pourquoi je m'oriente sur ce type d'opération après avoir investi dans une résidence principale, dans des bureaux à Boulogne, dans une résidence de tourisme dans le sud-ouest et construit un immeuble de rapport dans les Yvelines avec 6 logements? Eh bien, c'est tout simplement parce que j'ai envie de vivre de l'immobilier et que l'investissement locatif, même s'il fait gonfler mon patrimoine, ça ne me permet pas de rentrer du cash année après année. Et donc, j'ai cherché des solutions pour vraiment en vivre. Et pourquoi je me suis orienté du coup sur la construction de maisons individuelles? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première, c'est la loi ZAN. En fait, cette loi, c'est la loi zéro artificialisation nette. Et cette loi, elle dit que d'ici 2050, l'État français veut qu'il y ait de la zéro artificialisation, c'est-à-dire que, pour vulgariser, quand on bétonisera quelque part, quand on créera une route, on devra compenser en plantant des arbres ailleurs. Donc l'idée, c'est d'avoir moins de terrain mis en constructibilité. Et là, tout de suite, la loi, elle dit qu'il faut qu'il y ait 2 fois moins de terrains mis en constructibilité par rapport au volume des terrains mis en constructibilité sur les 10 dernières années. Donc ça va créer une grosse raréfaction du foncier. Et c'est pour ça que je me dis que c'est le bon moment pour acheter des terrains. Parce que dans l'immobilier, il y a une règle qui est simple, et dans l'économie en général, c'est qu'un prix, c'est égal à l'offre en parallèle de la demande. Et donc, s'il y a peu d'offres et que la demande continue d'être soutenue, alors les prix vont monter. Ensuite, la deuxième raison, c'est qu'il y a eu d'autres lois qui sont venues perturber le marché immobilier récemment, notamment le DPE et la norme RE 2020. Donc le DPE, vous le connaissez, c'est le diagnostic de performance énergétique qui note les performances thermiques de chaque bien immobilier avec des étiquettes A, B, C, D, E, F, G. Mais ce n'est pas la norme qui va nous intéresser. Moi, la norme qui m'intéresse, c'est l'arrivée de la RE 2020 qui a bouleversé le marché de la construction parce qu'en fait, avec cette norme qui est très très contraignante pour les constructeurs, eh bien, beaucoup de constructeurs de maisons individuelles et de promoteurs ne sont plus rentables et donc ne construisent plus. Et donc aujourd'hui, à cause de cette norme, eh ben, l'offre n'est plus créée par les professionnels. Donc il y a un besoin de créer cette offre et c'est là où moi je veux m'engouffrer. Pourquoi les constructeurs ils sont plus rentables? Parce qu'en fait, il y a eu une augmentation très forte du coût des matériaux. On peut le voir sur l'indice INSEE ICD, où vraiment ça monte de manière exponentielle. Donc les matériaux augmentent très fortement, encore plus depuis la guerre en Ukraine. Et en plus de ça, la RE 2020, c'est super contraignant. C'est quasiment des maisons en autoconsommation, quoi. Moi, je sais que sur les 80 m² que je fais, on est sur des prévis à moins de 1000 € par an de consommation d'énergie. Là où, je ne sais pas, une maison qui serait à peu près en lettre D avec une surface équivalente consommerait largement plus de 3000 € par an. Ensuite, il y a un autre phénomène sur lequel je mise et qui me fait dire que ma méthode de parier sur les maisons individuelles, elle est porteuse. C'est qu'il y a un gros phénomène d'exode urbaine depuis le Covid. Et donc moi, j'ai vu dans le village d'enfance où je suis né, dans les Yvelines, plutôt bord Normandie, j'ai vu depuis le Covid vraiment beaucoup de personnes du 92 de Paris reculer et se mettre à 20 minutes, 30 minutes, voire 40 minutes en voiture de la ville pour avoir un petit jardin, plus d'espace, moins de bruit. Et ça, c'est vraiment la tendance et ça, moi, j'y crois beaucoup. Et donc, je vais aussi miser sur cette tendance de fond. Et c'est pour ça que j'achète, du coup, principalement à 30-40 minutes de Paris. Vous pouvez faire pareil dans d'autres grandes villes.
L'autre argument qui plaide en ma faveur, c'est que dans les Yvelines, il y a le RER E qui va être mis en service fin 2026 normalement et qui va en fait prolonger la ligne E de Paris jusqu'à Mantes-la-Jolie, donc la dernière grande ville, on va dire, avant la Normandie. Donc en gros, ça trace une ligne droite de Paris vers la Normandie. Et donc ce RER, il va faire monter les prix. Alors en fait, moi j'aime bien faire vraiment miser sur de la valeur intrinsèque quand je fais de l'immobilier. Donc je fais toujours soit des grosses rénos, soit de la construction. Moi je considère que pour faire de l'argent dans l'immobilier, il faut vraiment aller améliorer les performances fondamentales du bien et donc les performances énergétiques ou de la création de surface ou du repositionnement, mais il faut vraiment aller faire des travaux lourds pour pouvoir tirer son épingle du jeu dans l'immobilier. Et donc le RER E, il va être mis en service et je pense qu'il va faire monter les prix. Alors souvent on me pose la question de ah bah oui mais comme on sait que le RER arrive, est-ce que les prix n'ont pas déjà monté? En fait si les prix en fait ils commencent à monter au début quand il y a l'annonce d'une grosse infrastructure de transport et ensuite ils vont monter progressivement jusqu'à la date de mise en service, jusqu'à, je pense, moi, reprendre plus 10% quand c'est mis en service. Et ça pour une raison très simple, c'est que quand l'infrastructure de transport est en service, il va y avoir des actifs qui recherchent à acheter une maison proche de leur lieu de travail, qui vont se mettre à étudier cet emplacement parce qu'ils pourront se rendre rapidement à leur travail. Avant, même si on leur dit bientôt il y a un RER, ils vont se dire moi je ne vais pas acheter dans cette ville parce que quand je vais avoir besoin de me déplacer et d'aller au boulot en transport, il n'y aura pas encore les transports, donc moi je ne vais pas attendre 1 an et demi. Et donc mécaniquement, quand le transport est plugué, ça crée beaucoup plus de demandes. Et donc si l'offre n'a pas augmenté en proportion, c'est les prix qui vont monter. Et ensuite, dans ma stratégie, il y a un 5e point qui est important, c'est que je mise plutôt sur des petites maisons. Je fais plutôt des 80 mètres carrés avec 3 chambres à l'étage. Parce que aujourd'hui, la tendance, c'est plutôt d'avoir des petites maisons avec un petit jardin. Et moi, dans les Yvelines, d'être sur des prix de revente à la fin de 300 000 euros. Parce que le marché, au-delà de 320, 330, avec les taux actuels, il est bloqué. Et donc, les biens ne sont pas liquides, c'est long pour les revendre, c'est plus difficile à revendre. Et donc, moi, j'essaye d'avoir un marché qui soit le plus large possible, de pouvoir toucher le plus de personnes possible. Comme ça, quand je revends, je vais avoir des délais qui sont plus rapides. Donc, pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, je m'appelle Thibaut Trézières, je suis entrepreneur depuis plus de 13 ans dans le digital. Et je suis passionné d'immobilier et il y a de ça 1 an, j'ai décidé de faire de ma passion pour l'IMO vraiment un métier et donc de passer beaucoup plus de temps à faire de l'IMO. Historiquement, je suis uniquement investisseur immobilier. Moi, j'investis plus de 70% de mes revenus du digital depuis 10 ans dans l'IMO, donc j'ai une dizaine de lots. Et il y a quelques temps, il y a à peu près 1 an, je me suis mis à créer du contenu sur l'immobilier qui est ma passion. Parce que moi, historiquement, sur le digital, j'ai toujours été dans l'industrie des médias. Et donc, j'aime beaucoup créer du contenu. C'est quelque chose que je connais bien, que je comprends bien. Et donc, je me suis mis à créer du contenu sur cette thématique. Et aujourd'hui, mon objectif, c'est de faire beaucoup plus d'immobilier, d'être peut-être à 50-50 entre le digital et l'IMO. Et donc, c'est pour ça que j'ai cherché des solutions pour réellement en vivre et pas juste faire des opérations patrimoniales où on fait gonfler le patrimoine. Parce que j'ai déjà un patrimoine de plus d'1 million d'euros. Et donc, maintenant, je cherche à faire des opérations qui me génèrent vraiment du cash. Et donc, cette opération, typiquement, de construction de maison, c'est une opération qui s'approche beaucoup plus de la promotion immobilière. Et donc, ça permet de générer des revenus à court, moyen terme. Et donc, à qui s'adresse ce type d'opération ? Pour moi, ça s'adresse aux immopreneurs, c'est-à-dire que c'est des profils qui ont déjà réalisé des investissements locatifs dans l'immobilier, peu importe que ce soit des colocations, du Airbnb, de la Love Room, de la location nue, de la location meublée en LMNP, peu importe, mais c'est des personnes qui ont réalisé pas mal d'investissements et qui se disent tiens, moi j'aimerais bien en fait quitter mon job et arrêter de bosser pour un patron 80 heures par semaine et vraiment gagner de l'argent avec l'immobilier à temps complet. Ou alors, ça peut être aussi des personnes qui restent salariées mais qui ont du temps à côté de leur job et qui ont un état d'esprit d'entrepreneur, de lancer des projets, qui ont envie de se tester
sur ce que j'appelle des side business, de prendre des risques. Et donc, ils deviennent pour moi des immopreneurs. Et les immopreneurs, ils ont ce mindset entrepreneurial et ils vont aller chercher des hacks, ils vont aller chercher des raccourcis pour dupliquer leurs résultats et décorréler le temps qui passe de l'argent qu'ils gagnent. Et ça, en faisant de la promotion, c'est très facile à faire. Parce qu'on peut aller chercher des grosses plus-values en y travaillant seulement 2 à 3 heures par semaine. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer dans la méthode. J'ai pensé à tout pour qu'elle soit la plus simple et la moins vorace en temps possible et qu'on puisse aller chercher de grosses plus-values sans non plus y passer toute son énergie et son temps. Alors, le hack que j'utilise pour aller booster la rentabilité de mes investissements, c'est celui de cibler des terrains comme ça en drapeau. Donc en fait, pourquoi on appelle ça des terrains en drapeau? C'est parce que vous voyez ici, ça, c'est le mât du drapeau. Ici, hop là. Ah, j'ai foiré mon dessin. Tout ça, c'est le mât là, du drapeau, ici. Et ensuite, on a du coup le drapeau, ici, un rectangle au bout. Généralement, à cet endroit-là, il y a une maison avec un terrain. Et donc souvent, c'est un marchand de biens qui va acheter un gros rectangle et qui va ici, en fait, détacher cette partie. Qui va revendre à la découpe et ensuite il va revendre l'arrière-lot. Et donc sur ce genre de terrain, eh bien, on ne peut pas faire de lotissement, on ne peut pas faire d'immeuble et on ne peut pas ici le diviser en 3 avant de construire. Pourquoi on ne peut pas le diviser avant de construire? Et pourquoi c'est un hack? Parce qu'en fait, si le marchand de biens voulait diviser en 3 ce terrain drapeau pour gagner plus d'argent, parce que dans l'immobilier, il y a une règle simple, plus on vend petit, plus il y a de la renta. C'est comme quand on fait du studio vs du 3 pièces. Voilà, les toutes petites surfaces, elles vont être plus rentables que les grandes. Donc dans l'immobilier, il y a toujours un intérêt à faire un peu grossiste et à aller diviser des gros trucs en petits morceaux pour les revendre plus cher. C'est vraiment un métier de base, comme un métier de grossiste. Et donc sur ce terrain en drapeau, si on voulait le diviser en 3 dès le départ, il aurait fallu ici, en fait, 3 allées de environ 4 mètres. Ça dépend de votre PLU, mais en gros, il aurait fallu ici 3 allées qui desservent ensuite les 3 terrains. Mais en l'occurrence, sur les terrains en drapeau, on n'a pas 3 allées. Parce qu'en fait, le PLU, il dit qu'un terrain doit forcément être accessible avec une allée de 4 mètres et il faut qu'il y ait une allée de 4 mètres par terrain. Donc ces terrains-là, on ne peut pas les diviser, donc les marchands de biens ne les divisent pas. Mais moi, je les rachète, je construis 3 maisons. Là, c'est à peu près ce que je fais sur mon opération en cours, sur le terrain de 1000 m² dans les Yvelines. Et une fois qu'on a construit les 3 maisons et qu'on a la déclaration d'achèvement des travaux, on peut aller diviser chaque parcelle, comme je les ai divisées ici, et ici faire une servitude de passage commune. Et donc en fait, le hack, c'est que lorsque l'on construit, on est soumis aux règles du plan local d'urbanisme, le PLU, mais une fois que le bâti est construit et existant, on n'est plus soumis à ces règles et on peut diviser du bâti existant comme on veut. Et donc c'est ça le hack, et du coup ça fait que sur ces terrains en drapeau, je ne suis pas en concurrence avec les marchands de biens, je ne suis pas en concurrence avec les particuliers parce que souvent, les grands terrains en drapeau, il y a un peu trop de jardins, ils sont un peu trop chers pour les particuliers, ils n'ont pas forcément envie d'avoir une surface aussi grande. Et je ne suis pas en concurrence avec les promoteurs, parce que c'est trop petit pour un promoteur, pour faire un lotissement, pour faire autre chose. Des immeubles, on ne peut pas, parce que sur les arrière-lots, généralement, les mairies ne veulent pas d'immeubles. Des lotissements de 3 maisons, pour un promoteur, c'est pas rentable. Ils ne sont même pas rentables, les promoteurs, généralement, avec... il faut au moins plus de, je sais pas, 10-15 lots, enfin ça dépend de la taille du promoteur, mais en tout cas 3 maisons, ça n'intéresse pas les promoteurs. On va dire que le promoteur, c'est, allez, grand minimum à partir de 6 lots. Ça fait que c'est une petite opération de promotion qui va plutôt être faite par des petits entrepreneurs qui vont avoir moins de frais de structure qu'un gros promoteur et qui donc vont pouvoir être rentables sur ce type d'opération. Donc voilà pour le terrain. Alors, est-ce que cette opération, elle est risquée? C'est une question qu'on me pose souvent.
Moi, je trouve pas qu'elle soit risquée parce que quand on fait de la colocation, du Airbnb, du co-living ou de la Love Room, en fait, on est soumis souvent à des avantages fiscaux pour, en tout cas, le Airbnb, pour la Love Room qui est aussi du meublé, co-living, colocation. Souvent, on a des défiscalisations parce qu'on est un loueur meublé, on a des défisques sur le Airbnb, sur les résidences de tourisme, des abattements en tout cas, et on est lié à des lois du gouvernement. En fait, moi, j'aime pas quand mon business il est loué à des lois de l'État français parce que l'État français il change tout le temps les lois, il change tout le temps les règles. Et donc quand on investit dans l'immobilier, c'est bien d'être dans un cadre qui est structurant, qui n'est pas mouvant, qui est fixe, qui ne bouge pas, parce que on est là pour s'inscrire dans le moyen long terme. Et donc si la loi elle change, ça peut mettre à mal toute notre opération. Donc moi je trouve que c'est moins risqué que d'être lié à une loi sur de l'investissement locatif. Et surtout, avec la construction de maisons, on est maître chez soi. C'est-à-dire que contrairement au fait d'investir par exemple dans un immeuble de rapport, dans un appartement en copro, on n'est pas soumis à un syndic qui voudrait faire surestimer des travaux, qui va plomber la rentabilité, augmenter d'une année à l'autre énormément les charges, sans qu'on ait la main sur le type de réno qu'on veut faire, etc. parce qu'on n'a pas tous les pouvoirs. Donc voilà pour la partie risque. Et donc pour moi, si on veut ensuite vivre de l'immobilier en étant un immopreneur, on a finalement 4 solutions avec la construction de ces maisons. Soit on peut faire une construction revente, donc là on les construit et à l'issue on les revend. Soit on le fait en résidence principale, on l'habite un petit peu, puis ensuite on la revend, soit on le fait en maison d'investissement. Donc ça, c'est un CERFA quand on construit une maison. Et en fait, là, assez basiquement, quand on revend la maison d'investissement, on est imposé à 36,2% sur la plus-value, j'en parlerai après. Soit on fait de la location. Si on fait de la location en construisant des maisons, on va être à peu près à 10-15% de rentabilité nette. Donc ça fait des grosses rentas. Pourquoi ? Parce que on construit, on met la main à la pâte, on gère un projet. On n'est pas juste dans de l'investissement passif ou quasi passif, comme le font souvent les investisseurs immobiliers. On peut aussi le faire en SCI, les louer en SCI, ou on peut aussi les louer en perso, soit en meublé, soit à nu. Donc ça dépend. Et on peut aussi faire un mix des deux. Donc on peut faire le mix des deux. Ça voudrait dire qu'on fait par exemple une maison d'investissement sur le terrain et on fait en parallèle, on découpe le terrain. Si on peut, on le fait en SCI. Ça dépend. On peut mixer un peu les structures et on peut mixer aussi les stratégies. On peut du coup construire, louer pendant 3-4 ans et ensuite revendre. Moi, c'est plutôt ce que je vais faire comme j'anticipe des projets d'infrastructure. Pour booster la rentabilité de l'opération, je vais les louer quelques années ou les habiter quelques années et ensuite les revendre. Et comme ça, on va pendant l'espace de 3-4 ans rembourser du capital avec les locataires qui vont payer la mensualité de l'emprunt. Et donc, ça va nous permettre de tirer la rentabilité vers le haut. Si on est dans une zone où on sait que ça va prendre de la valeur, c'est intéressant. Maintenant, on va parler de fiscalité. Alors, quand on fait une construction-revente de maisons individuelles en résidence principale, on a 0 € d'impôt. C'est vraiment la seule activité en France qui est non imposée. Donc ça, c'est un super hack. J'incite pas, parce que souvent, quand je parle de faire des cons RP, tout le monde me dit « Ouh là là, Thibaut, c'est pas bien de dire ça, faut pas... attention, on peut se faire dresser, etc. » J'incite pas à en faire 10 000, mais je dis simplement qu'on peut en faire une ou qu'on peut en faire 2 sur 10 ans, par exemple. Voilà, je parle pas de faire ça tous les ans ou tous les 2 ans, mais il y a tellement de gens qui le font jamais que ne serait-ce que le faire une fois, c'est déjà un super moyen de se constituer un petit capital pour ensuite aller faire autre chose derrière. Ensuite, en maison d'investissement, donc ça,
on est à 36,2 d'impôt sur la plus-value. Donc en fait, c'est CSG 19 plus CRDS 17%. On finit à 36,2. Ensuite, on peut le faire aussi en SCI. Donc là, en SCI, quand on fait une plus-value, imaginons de 100 000 euros, si on veut se les verser, eh ben on se verse 70 000 euros en perso, on paye 30 000, du coup 60, pardon, je dis une bêtise. En gros, on se verse les 2 tiers de 100 000 euros et 1 tiers part en impôt. À peu près 33% va partir en impôt, comme quand on est travailleur non salarié dans une SARL. Et ensuite, on va être imposé au TMI, donc à votre taux marginal d'imposition. Si vous êtes sur la tranche à 30%, vous allez être imposé à 30%. Donc grosso modo, si vous faites 100 000 euros de plus-value, en SCI, il va vous rester 50 000 dans la poche. On peut aussi le faire en SAS. En SAS, ce qui est important de savoir, c'est que là, on récupère la TVA, alors que sur une SCI, on ne la récupère pas. Ni sur les prestataires qu'on active, ni à la revente. En SAS, du coup, on va pouvoir déduire la TVA quand on va payer un constructeur et des artisans. Et on va pouvoir, par contre, on va devoir prendre en compte la TVA sur la revente, pardon. Et donc, imaginons qu'on revende un bien à 600 000 euros. Et là, si on fait 20%, on va avoir 120 000 euros de TVA, grosso modo. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. Mais on pourrait se dire que c'est beaucoup moins rentable parce que quand on vend, on a 120 000 euros de TVA. Mais si on en a déduit la moitié avec la construction et que derrière, on peut, par exemple, la SAS est détenue par une holding et qu'on peut faire remonter les bénéfices, pareil pour une SCI, on peut aller écraser cette imposition. Sur une SAS, on peut se payer en tant que salarié ou en tant que dividende. Bon, je ne vais pas faire un cours aujourd'hui sur la fiscalité d'une SAS, mais voilà un petit peu pour les grandes lignes de comment on peut se structurer pour faire cette opération. Ensuite, sur la partie financement, on a plusieurs opportunités. Le financement sur les maisons individuelles, il est plutôt facile parce que en fait, les banques, elles comprennent très très bien le marché de la maison individuelle. Elles savent qu'il y a de la demande. En tout cas, moi, dans les Yvelines, elles ont des clients qui cherchent des maisons à acheter pas trop chères ou des maisons à louer, elles ne trouvent pas. Donc, je sais que quand je vais voir une banque, c'est un produit qu'elles comprennent bien, qui est très terre à terre, qu'elles aiment bien financer, contrairement à quand j'allais voir les banques pour financer des projets sur le digital, par exemple. Donc là, c'est plutôt bien compris, bien aimé des banques. En plus, si on a un CCMI, un contrat de construction de maison individuelle avec un constructeur, ça protège énormément parce que si le constructeur fait faillite, l'assurance, elle doit prendre le relais, elle doit finir la maison dans un délai rapide. Donc, c'est très protecteur comme contrat. Donc ça, les banques, elles adorent. Ensuite, en termes de financement, on peut aller chercher des différés partiels ou total. Je vous détaillerai ça tout à l'heure dans la partie prévisionnelle financier de l'opération. Vous verrez, ça peut être très intéressant. Et ensuite, on peut aller voir un courtier. Moi, j'ai des partenaires de courtage dans le club Immopreneur qui peuvent aller chercher aussi des solutions intéressantes. Le plan. Donc, la stratégie, c'est de faire une opération et de viser 1 000 euros par mètre carré de marge minimum. Ça, c'est vraiment le minimum parce que si on vise moins et qu'il y a un petit peu des surcoûts et qu'on finit à 300 euros par mètre carré ou 500 euros, ça va être beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Donc, moi, je me mets vraiment en tête comme objectif d'aller chercher 1 000 euros de marge par mètre carré minimum. Grosso modo, ça donne ça. Quand je fais une opération, j'achète moi à peu près des terrains à 200 le mètre carré. 200 euros le mètre carré. Je fais une construction à peu près 2 000 euros le mètre carré, vraiment fini. Donc là, je parle d'activer un constructeur plus aux alentours des 1 700 et d'aller dépenser 300 euros du mètre carré pour faire cuisine, sol, peinture, un petit peu d'extérieur, 2-3 conneries. En fonction des prestations qu'on fait, on peut être à un peu plus de 2000, on peut finir à 2002. Voilà, ça dépend. Mais moi, j'essaye d'être visé à peu près 2000, ce qui me fait du coup un coût de construction à 2002. Et je me dis, quand je fais mes business plans, qu'il faut absolument
que je puisse revendre 3002 minimum le mètre carré. Donc là, parce que je construis à 2002, donc je veux revendre à 3002. Là, en réalité, sur l'opération que je fais, j'ai plus un objectif de revente à 3005. Mais quand on fait des opérations de marchand, de promotion, etc., on fait vraiment des business plans worst case, c'est-à-dire vraiment au plus pessimiste, parce que les sommes et les intérêts qui sont en jeu, ils sont importants. Donc, il ne faut pas se planter, donc il faut prendre de la marge. Il ne faut pas aller faire des opérations où les marges elles sont serrées. Voilà ce que je vous conseille de faire sur cette partie-là. Ensuite, au niveau des partenaires qui sont nécessaires pour exécuter une opération comme celle-ci, moi, personnellement, dans le club Immopreneur et dans mon réseau, je suis en partenariat avec un géomètre dans ma région qui va, juste avant que j'achète le terrain, vraiment me valider que je vais vraiment bien pouvoir le diviser comme je veux à la fin, etc. Faire vraiment le garde-fou pour m'assurer que je ne vais pas faire de conneries sur le terrain, parce qu'il y a quand même une division après. Et donc, voilà, ça demande quand même quelques connaissances en urbanisme, et donc il ne faut pas se planter. Ensuite, c'est intéressant d'avoir des notaires pour sourcer les terrains, parce qu'ils sont souvent au courant dans les premiers, quand il y a des successions, etc., d'opportunités qui vont arriver sur le marché. Donc ça, c'est toujours intéressant. Des agents immobiliers, parce que l'idéal étant d'être connu et reconnu par les agents immobiliers de sa zone pour qu'ils nous aient identifié vraiment sur le fait qu'on recherche des terrains en drapeau entre 700 et 1000 mètres carrés, on va dire. Et quand ils ont ce type de terrain qu'ils rentrent en portefeuille, eh bien, il faut qu'ils aient le réflexe de vous appeler. Alors les agents immobiliers, je vous donne un conseil, ils vont vous oublier assez rapidement, même si vous leur pitchez votre recherche. Donc il ne faut pas hésiter à entretenir un lien avec eux, les relancer, les rappeler régulièrement pour les grandes échéances, on va dire la bonne année, les vacances d'été, et puis les relancer un peu tous les mois. Voilà, est-ce que tu n'as pas des OP, tu ne m'as pas oublié, les inviter à déjeuner, etc. Ça, c'est vraiment intéressant parce que les bonnes affaires, elles sont souvent en off-market dans l'immobilier. Donc, si vous vous contentez d'aller scroller les portails d'annonces en ligne, vous allez manquer beaucoup d'affaires. Ce ne sera pas suffisant pour vraiment aller chercher des bonnes affaires. Ensuite, il faut avoir un bon CCMiste. Donc ça, c'est le constructeur. Parce que aujourd'hui, on va dire, moi j'estime que en Ile-de-France, il y a 90% des CCMistes qu'il ne faut absolument pas aller voir, qui sont vraiment mauvais, où en fait le pilote de chantier, il passe tous les 1 mois et demi sur le chantier, il n'y a pas de suivi. Et donc il y a vraiment beaucoup de problèmes. Il y a plein de constructeurs de maisons individuelles où ils ont plus de 2/3 des dossiers qui finissent en litige. Ils n'arrivent jamais à lever les réserves. Donc en fait, c'est un milieu où il y a très peu de bons CCMistes. Et donc moi, dans le club, justement, un des avantages, c'est que si vous le faites avec moi, dans les Yvelines, je vous accompagne en vous donnant vraiment le contact de mon CCMiste qui, lui, est très sérieux, qui sort les maisons en 8 mois en ce moment et vous pouvez vraiment dormir sur vos 2 oreilles. Dans le reste de la France, j'accompagne les membres du club à aller chercher un CCMiste avec des plans de maison précises, des cahiers des charges précis et des guidelines précises pour qu'ils puissent bien le sélectionner. Ensuite, ce qui est super important, c'est d'avoir un partenaire en terrassement parce que souvent les CCMistes, ils vendent le terrassement assez cher. Ils vendent l'évacuation de la terre. L'évacuation de la terre, ça peut vite coûter 7 000 € d'évacuation de terre par maison quand on creuse les fondations. Et donc, si tu as un bon partenaire qui ne te facture pas les vagues de la terre parce qu'il arrive à la remettre chez d'autres clients, par exemple, ou qu'il arrive à la vendre, etc., eh bien, ça peut être hyper intéressant. Et surtout, quand on achète des terres en drapeau, on a des grandes allées. Donc moi, là, typiquement, sur mon OP, il y a 75 mètres linéaires. Et donc, le CCMiste, je crois, me facturerait 450 € le mètre linéaire de terrassement pour mettre tous les réseaux, etc. Moi, j'ai des solutions plutôt aux alentours de 250, voire moins. Donc ça, très important. Ensuite, quand on fait construire une maison par un constructeur, le constructeur, il ne la livre pas fini, c'est-à-dire qu'il ne fait souvent pas les sols à l'étage, pas la cuisine, pas la peinture. Donc il faut avoir des partenaires pour les finitions qui sont au bon prix sur
sur ces parties-là pour que vous puissiez les activer dès que la maison est finie. Il faut aussi penser aux extérieurs. Faire une petite allée, faire une petite rocaille, planter le gazon, faire une terrasse et clôturer le terrain. Donc ça, c'est important aussi en amont d'avoir des devis et des contacts parce que typiquement, quand vous allez aller emprunter à la banque pour faire l'opération, si vous voulez financer une enveloppe travaux globale, il ne faudra pas juste donner l'enveloppe du CCMI, il faudra tout de suite avoir les devis sur les autres postes pour que la banque puisse financer le global. Donc moi, quand j'ai des membres qui rentrent dans le club, justement, je leur donne ces devis. Comme ça, ils n'ont plus qu'à contacter du coup mon partenaire, mettre le devis à leur nom, et ils ont tout de suite des partenaires qui sont fiables, qui tiennent leurs délais, qui sont sérieux, qui sont au bon prix. Donc ils peuvent avancer beaucoup plus vite. Et ensuite, il faut aussi avoir des partenaires pour la vente. Si on le souhaite, il y a plusieurs techniques de vente, mais ça peut être sympa d'avoir des réseaux qui commercialisent l'immobilier neuf. Donc évidemment, il faut leur donner une commission, mais ça va permettre aussi, si vous le souhaitez, de ne pas vous occuper de la vente et de vendre très très vite. Donc ça peut être un objectif aussi de liquider vraiment rapidement, une fois la construction faite, le bien. Donc les principales étapes quand on réalise cette opération, donc la première, on achète un terrain, la deuxième, on construit, et la troisième, on revend ou on met en location. Donc très simple sur le papier, en vrai un petit peu plus compliqué évidemment. Ensuite, il y a quelque chose qui est important, l'emplacement. En gros, quand on fait ce type d'opération, si on est si on construit dans une ville où sur meilleur agent, le prix haut du mètre carré sur des maisons est inférieur à 3 500 € le mètre carré, il faut aller faire des opérations de doublette, aller acheter des terrains unilo, des terrains en drapeau, construire 2 maisons et diviser. Sinon, c'est pas très rentable, on n'arrive pas à aller chercher 1 000 € du mètre carré de marge. Si on construit dans une ville où les maisons se revendent à plus de 3 500 € le mètre carré, à ce moment-là, on peut faire une maison. Pourquoi? Parce qu'en fait, le poids du bâti dans le prix total est plus faible. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, on est dans une ville où une maison, terrain plus maison, se vend 10 000 € du mètre. En fait, on va tout le temps construire à 2 000 du mètre. Donc en fait, le poids de la construction, imaginons on va acheter à 5 000 € du mètre le terrain, on va construire à 2 000, on va finir à 7 000, on va revendre à 10. Donc là, on va faire 3 000 € de marge du mètre. Parce qu'en fait, le poids de la construction sur la valeur totale terrain plus bâti, elle est plus faible. Dans l'immobilier, il y a deux choses qui font la construction d'un prix, le terrain et le bâti. Ensuite, en termes de zone géographique, il faut aller dans des endroits où il y a un manque d'offres de maisons individuelles. Donc ça, pour s'en rendre compte, il faut bien connaître son marché. L'idéal, c'est de voir si à côté de chez toi, dans notre ressenti autour de nous, on ne ressent pas que on a plein d'amis qui cherchent, qui ne trouvent pas, etc. Moi, c'est plutôt du ressenti terrain, personnellement, que j'ai eu. Et donc ça, c'est intéressant. Ensuite, aller construire dans des zones où il y a un solde positif en termes migratoires, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui viennent habiter dans la région, dans la ville, que de gens qui s'en vont. Donc ça, c'est important pour choisir sa zone géographique. Le reste, je vais y passer parce que je trouve ça moins intéressant. Le club. Donc moi, comme vous le savez, je suis le fondateur du club Immopreneur et donc c'est vraiment le meilleur club pour aller faire ces opérations de construction-revente. Si vraiment vous avez envie de faire ça, vous verrez qu'avec tous les avantages que l'on offre, on est vraiment les mieux placés pour vous accompagner. Quand on intègre le club, on a accès à du coaching, une hotline WhatsApp avec moi, on peut me poser des questions 24 h sur 24, une communauté d'investisseurs, de marchands de biens, d'agents immobiliers, de professionnels qui réalisent ces opérations, des partenaires
au niveau de la construction, comme je vous ai détaillé tout à l'heure, et surtout de l'AMO, de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Donc ça, c'est quelque chose que je propose uniquement dans les Yvelines pour le moment. Et ça, c'est une prestation où, en fait, moi ou mon frère, on se déplace sur votre construction, sur le lieu de votre construction, et on vérifie que le constructeur respecte bien toutes les normes du DTU, du cahier des charges qu'il a mis en place avec vous, et on vous fait un rapport sur ce que l'on voit, qui va et qui ne va pas au moment où on passe sur le chantier. Donc, même si vous n'êtes pas sur place, ou que vous n'avez pas le temps de vous déplacer régulièrement sur le lieu du chantier, et ben nous, on va apporter cette solution. Donc, en termes de prévisionnel financier, si je dois vraiment vulgariser l'opération, l'idée, c'est d'acheter un terrain à peu près 150 000 €, de faire 276 000 € de construction, c'est à peu près 2 maisons de 80 mètres carrés à 1700 du mètre, là, dans cet exemple, et donc ça fait 430 000 € au total, et de revendre 2 maisons de 80 mètres carrés à 300 000 pour faire 600 000 €. Donc là, on est grosse louche à 170 000 €. Là, l'idée, c'est pas de vous mettre des chiffres exacts, c'est plutôt de vulgariser pour que vous compreniez la logique de l'opération qu'on réalise. Après, si vous voulez affiner les chiffres, j'ai des tableaux Excel beaucoup plus pointus que je peux vous présenter si vous prenez rendez-vous en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Alors, ce qui est important quand on fait son prévisionnel sur de la construction de maison, c'est d'aller négocier des franchises de crédit. Et donc ça, il y a 2 types de franchises. Il y a la franchise partielle, où là, ça veut dire qu'en fait, on paye uniquement au mois le mois les intérêts du crédit et pas la totalité de la mensualité. En ce moment, avec des taux à 4%, les intérêts représentent à peu près 50% de la mensualité. Et donc, quand on va chercher une franchise partielle, moi, les conditions que je vois en ce moment là sur mon opération, c'est qu'on me demande d'apporter à peu près 3%, à peu près 10 000 €, frais de notaire, plus en gros frais bancaires sur le montant du terrain, 0% sur tout le financement des travaux. Donc ça fait 3% au global, 10 000 €, et de payer ensuite 1 433 € par mois, donc les intérêts sur les 430 000 € à 4%. On peut aussi prendre une franchise totale, et donc là, généralement, quand on trouve des organismes bancaires qui proposent des franchises totales, eh bien, ils vont plutôt nous demander 10% d'apport en échange du fait que on paiera 0 € par mois ensuite de mensualité. Et donc ça fait que là, on doit plutôt apporter 40 000 €. Tout l'intérêt, c'est que la franchise totale, on peut essayer de la faire traîner un peu plus longtemps que la durée de la construction. Et donc, même si la construction dure 8 mois, on peut arriver du coup à faire durer cette franchise totale 1 an et demi, 2 ans, voire même 3 ans. Il y a des petites techniques pour ça que je détaille aux membres du club pour ceux que ça intéresse. Ensuite, donc, point important, les maisons aujourd'hui, les toutes nouvelles constructions doivent respecter la norme RE 2020. Et ça, c'est une norme, si vous voyez les étiquettes énergétiques, on a la lettre A, ensuite on a RT 2012, et ensuite on a RE 2020. Et RE 2020, c'est vraiment 2 fois mieux qu'une lettre A. Donc c'est vraiment quasiment d'autoconsommation. Pour vous donner une idée, en mettant des panneaux solaires sur une maison RE 2020, on consomme quasiment plus d'énergie. On est quasiment en autoconsommation. Parce que déjà, ça consomme tellement peu. Sur une 80 mètres carrés, c'est moins de 1 000 € par an d'énergie. Donc voilà, c'est très faible. Pour atteindre la RE 2020, cette norme, toutes les maisons qui sont construites aujourd'hui, elles ont une pompe à chaleur, des doubles vitrages, des volets roulants en domotique, c'est-à-dire qui se ferment en fonction du jour et de la nuit pour optimiser les entrées de chaleur. Grosse épaisseur de laine de verre, 160 mm dans les murs, 45 cm de watts de cellulose au niveau du toit. Après, voilà, belle isolation des planchers bas aussi, etc., du ravalement, etc. Donc vraiment, là, c'est la totale. RE 2020, de toute façon, on met tout. Après, on n'est pas obligé de mettre une PAC RO. Une PAC RR, ça peut suffire avec des radiateurs basse consommation. Et oui, dernier truc là que je me rends compte, j'ai oublié aussi, et évidemment,
une VMC, simple flux, ça suffit, mais toujours important pour bien que l'humidité elle circule et qu'il y ait des belles performances thermiques. Donc, si ce type d'opération vous intéresse et que vous voulez vous aussi monter en compétence dans l'immobilier et aller vraiment vivre de l'immobilier en y passant 2 à 3 heures par semaine et réaliser des OP à plus de 100 000 € tous les ans, eh bien, je vous laisse déposer votre candidature en cliquant sur le lien en description de cette vidéo juste en dessous pour postuler. Et je vous propose exceptionnellement, pour ceux qui regardent cette vidéo, une offre limitée où je vous fais moins 20% si, quand je vous appelle au téléphone, vous me dites code YouTube, eh bien, c'est gagné. Je vous fais moins 20% sur la membership. Donc, n'hésitez pas à m'appeler et à me donner le code YouTube pendant l'appel téléphonique. Dernier point, pour ceux qui rentrent dans le club, j'offre une garantie crédit accepté ou remboursé, c'est-à-dire que si le crédit n'est pas accepté, eh ben, je vous rembourse la moitié de la membership au club pour pas que vous soyez lésés et pour que nos intérêts soient 100% alignés. Je suis derrière vous. Le but, c'est que vous soyez membre à vie, qu'on fasse la première opération ensemble et qu'ensuite vous soyez autonome pour la répéter et pourquoi pas aller chercher 100 000 € par an pendant 10 ans. Voilà, j'espère que cette vidéo est claire. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à les poster en commentaire et puis je répondrai à tout le monde. À bientôt!